Monsieur Da, bonjour. Je suis professeur Karim Sabri de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPA Casablanca. Je suis votre professeur de macroéconomie. Donc, ce cours est destiné principalement au S2, groupe A et B. Et là, on est au niveau de la séance numéro 4. Alors, ça, c'est l'adresse email, donc sabrikarimprof@gmail.com. Si vous avez des questions, des problèmes, vous pouvez m'écrire et je peux, bien entendu, vous répondre. Il y avait en premier lieu une introduction, donc le chapitre introductif dans lequel nous avons distingué la microéconomie par rapport à la macroéconomie. Il y avait un chapitre sur les agents économiques et la macroéconomie. Dans ce chapitre, nous avons bien sûr présenté tous les agents économiques, leurs fonctions principales ainsi que leurs ressources. Et la séance numéro 3, nous avons fait un exercice récapitulatif en lien avec les agents et leur participation à l'économie, comment ils participent dans le PIB. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser pour cette séance, ça sera l'objet du chapitre 2, le circuit économique et l'équilibre macroéconomique. La séance commence. Ala barakatillah. Alors, c'est vrai, nous avons déjà vu les agents économiques, nous les avons définis, nous avons défini leurs fonctions ainsi que leurs ressources ou leurs revenus. Qu'en est-il maintenant des liaisons, des relations entre ces agents économiques? Donc, le schéma qui va refléter les relations entre ces agents, ça s'appelle un circuit économique. Donc, nous allons définir le circuit et en même temps, nous allons donner différentes, bien sûr, catégories de circuits économiques pour arriver à ce circuit qui est le circuit qui est une représentation la plus proche de la réalité. Alors là, par exemple, c'est un exemple de circuit. Comme vous voyez, on a les agents, donc exemple, entreprise, banque, ménage, reste du monde, État. Donc, tous les agents économiques que nous avons ici sont en relation. Donc, ici, vous avez, selon la légende de ce schéma, les agents économiques. Vous avez les flux réels. C'est quoi un flux réel? Un flux réel, ça reflète une relation d'échange. Donc, le ménage, par exemple, quand il va travailler pour l'entreprise, comme vous voyez, hein, donc il va procurer à l'entreprise sa force de travail, sa force physique, intellectuelle, etc. Donc, c'est un flux réel. Et en contrepartie, il va toucher un salaire. Donc ici, on a les flux monétaires. Mais ainsi de suite. Donc on peut parler de plusieurs catégories de flux selon les relations entre les agents économiques, selon aussi les marchés. Ici, regardez, le marché du travail, le marché des capitaux, le marché des biens et des services. Les agents, on a les entreprises, les banques, les ménages, l'État, le reste du monde, ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, c'est une représentation du circuit économique. Qu'en est-il de l'équilibre macroéconomique? Ici, on va parler de l'équilibre entre l'offre et la demande, entre les ressources et les emplois. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En premier lieu, nous allons donner quelques définitions préliminaires. C'est quoi un circuit? Quelle est la différence entre un flux réel, un flux monétaire? Quelle est la différence entre un flux tout court et un stock? Donc, pas mal de vocabulaire qui vont nous aider à bien cerner ce chapitre. Par la suite, nous allons présenter un circuit économique simplifié. Et dans le circuit économique simplifié, il y a lieu de présenter uniquement deux agents économiques, les entreprises et leurs relations avec les ménages. Et ça s'appelle le circuit économique simplifié. Alors, dans ces conditions-là, nous allons voir comment l'équilibre macroéconomique se réalise, dans quelles conditions, et aussi l'équilibre monétaire, c'est-à-dire l'équilibre entre les fuites
et les injections de la masse monétaire. Donc, quand je vais y arriver, je vais vous expliquer c'est quoi une fuite, c'est quoi une injection, ainsi de suite. Bien. Alors, le circuit économique simplifié, une fois terminé, nous allons passer au circuit économique complexe, c'est-à-dire nous allons compliquer un petit peu les choses. Nous allons ajouter les banques, nous allons ajouter surtout l'État. Alors, quand on ajoute l'administration publique, l'État, il y aura lieu d'ajouter quelques nouveaux agrégats économiques tels que la recette publique, les dépenses du gouvernement, ainsi de suite. Et nous verrons leur impact sur le circuit déjà, sur les conditions de la réalisation de l'équilibre macroéconomique et aussi les conditions de la réalisation d'un équilibre monétaire entre toujours les fuites et les injections de la masse monétaire. À la fin, nous allons voir le cas d'une économie ouverte, c'est-à-dire une économie qui entretient des relations avec le reste du monde. Et bien entendu, c'est ce circuit-là que vous avez sous les yeux, puisque il y a le reste du monde et il y a les relations de l'économie marocaine, de tous les agents de l'économie marocaine, avec d'autres agents qui sont à l'extérieur du Maroc, donc relation avec le reste du monde. Bien entendu, il y aura lieu d'exprimer de nouveaux agrégats tels que les exportations, les importations et leur impact sur l'équilibre macroéconomique physique réel d'une part et aussi l'équilibre monétaire. Bien, bien. À titre de rappel, ici, on est dans une approche pédagogique. Voilà. C'est pour que les étudiants comprennent comment ce circuit se construit petit à petit. Voilà, c'est pour cela qu'on va parler d'un circuit économique simplifié. Dans la réalité, on ne va pas se retrouver dans une économie rien qu'avec les ménages et les entreprises, mais pour des raisons pédagogiques, pour comprendre dans la constitution du circuit, comment il se construit petit à petit. Donc, nous allons commencer en premier lieu par un circuit simplifié, entreprise-ménage uniquement. Par la suite, nous ajoutons les banques et l'État. Donc, c'est le circuit complexe. Par la suite, nous allons ajouter le reste du monde pour parler d'un circuit économique complexe ouvert. Et tout au long de cette analyse, toujours chercher les conditions de l'équilibre macroéconomique et de l'équilibre monétaire. Bien. Alors, le circuit économique finalement, c'est quoi? Donc, c'est un schéma qui décrit l'ensemble des opérations qui s'établissent entre les acteurs de la vie économique. C'est un schéma, comme nous l'avons déjà montré, qui reflète les échanges, qui reflète bien entendu les flux et les relations entre les agents économiques, donc toute catégorie de relations économiques. Et ces relations sont exprimées par des flux économiques. Finalement, c'est quoi un flux économique? Un flux économique, c'est un déplacement d'une grandeur économique d'un agent vers un autre. Par exemple, tu vends une marchandise, aujourd'hui elle est chez toi, demain elle est chez ton client. Donc, il y aura un déplacement de cette grandeur économique d'un agent vers un autre, à un moment N vers un autre moment, bien entendu, N plus 1. Généralement, à l'occasion d'un flux réel, et j'ai dit généralement, donc, généralement, à l'occasion d'un flux réel, il y aura toujours un flux monétaire. Regarde, là, j'ai un flux réel, le travail, en contrepartie, le salaire. Donc, flux réel contre un flux monétaire. J'ai ici l'entreprise qui vend les biens et les services, mais le ménage doit payer, paiement pour les avoir. Donc, flux réel, flux monétaire, généralement. Exceptionnellement, de temps en temps, on peut trouver dans les marchés bancaires, par exemple ici, les ménages qui vont épargner, c'est un flux monétaire et ils auront un intérêt. Donc, c'est un flux monétaire aussi, ainsi de suite. L'investissement, vous demandez un financement pour un investissement, la banque va le procurer, donc les dettes, et vous aurez à payer des intérêts. Bien. Dans les économies primitives, c'est le cas de pas mal d'économies, ici dans bien sûr quelques régions du Maroc, on peut toujours pratiquer le troc,
hein, lors des échanges, al-muqayada. Donc, on peut se retrouver avec un flux réel contre un flux réel. Vous donnez des œufs, on vous donne du lait. Vous donnez du poisson, on vous donne de la viande, par exemple. Bien, ou bien vous donnez votre force du travail, on vous donne une partie de la récolte, le blé ou des légumes, etc. Donc, c'est pour cela, ici, j'avais dit, généralement, et surtout pour les économies modernes maintenant, il y a toujours un flux monétaire en contrepartie d'un flux réel. Mais pour les marchés financiers, purement financiers, monétaires et tout ça, parfois on peut se retrouver avec un flux monétaire contre un flux monétaire, comme je viens de vous montrer pour la banque. Bien. Alors, pour les flux, il y en a deux types. Il y a les flux réels physiques qui sont là pour créer et pour acquérir le produit national. Je n'ai pas compris. Un flux réel physique, il permet de créer et d'acquérir le produit national. Donc, créer, déjà, je commence par créer, parce que si vous ne travaillez pas avec votre effort physique et tout ça, l'entreprise ne peut pas créer, ne peut pas produire. On ne peut pas parler de création de richesse, de valeur ajoutée. Bien. Et quand vous allez participer à la création de cette richesse, vous aurez droit à un revenu. C'est pour cela, dans l'exercice précédent, j'avais parlé de l'égalité entre les produits intérieurs bruts et les revenus intérieurs bruts. Donc, tous ceux qui participent à la réalisation de la production, tous ceux qui créent la richesse créée, auront droit à un revenu et grâce à ce revenu-là, ils peuvent acheter, ils peuvent acquérir le produit national. Bien. Deuxièmement, ça c'est les flux réels ou physiques. On a les flux monétaires. Bien entendu, c'est la contrepartie. Donc, ça peut être des revenus que vous allez recevoir, mais plus tard, vous allez les dépenser. Donc, voilà. Ici, vous savez, messieurs, dames, d'une façon indirecte, on a parlé de la triple vision, la triple optique du PIB. Donc, le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, il peut être interprété comme richesse réalisée, donc création de richesse, comme revenu monétaire, donc des revenus. Et ces revenus-là, nous allons les dépenser, donc finalement comme dépenses de consommation. Donc, la triple vision du PIB, donc c'est la triple optique, le PIB en tant que richesse, en tant que revenu distribué et en tant que dépense de ce revenu. Et on aura une égalité, une identité entre ces trois composantes, comme vous allez voir dans ce schéma. Donc, le PIB sous l'angle de la production, on va lui donner un Y. Sous l'angle de la répartition des revenus, un R. Et sous l'angle de la dépense pour les ménages, c'est la consommation. Ou bien, la production, c'est la production nationale, tout ce que nous produisons au niveau de la nation, égale R, le revenu national, égale D1, la dépense nationale. Donc, c'est la triple vision du PIB. Je vais y revenir plus tard. Alors, nous étions ici et nous avons distingué les deux types de flux, flux réel physique et flux monétaire. Bien. Maintenant, quelle est la différence entre un flux et un stock? Le stock est une grandeur économique, mais possédée à un moment donné par un agent économique donné. Par contre, le flux, il est en mouvement. Hein? Ça va d'un agent vers un autre agent, de 1, et aussi il y a la périodicité, les dates. Donc, ici, pour illustrer ceci, j'ai donné un exemple de la baignoire d'eau. Donc, dans une baignoire d'eau à moitié pleine, l'eau qui est dans la baignoire, c'est un stock d'eau. Mais une fois que vous allez ouvrir le robinet, il y a l'eau qui va bien sûr affluer, l'eau qui va ruisseler. Et bien sûr, il y a deux agents, la lyonnaise des eaux, le distributeur qui va vous envoyer l'eau, et vous, ménage, qui va bien sûr que vous allez recevoir cette eau. Donc, l'eau, elle est en mouvement. Alors, on parle de flux. Bien. Finalement, le flux est une variable économique mesurée entre deux périodes. Par contre, le stock est une variable donnée pour une date précise. Et pour une entreprise, les produits finis non demandés, parce qu'ils n'ont pas été achetés par les clients, c'est un stock. Par contre, tout ce qui est produit fini facturé, il va bien sûr voyager vers un autre agent économique. On va parler d'un flux. Bien. On commence donc, après avoir défini quelques mots, quelques, bien sûr, vocabulaires préliminaires en lien avec ce chapitre,
Nous allons commencer. Le premier circuit, c'est le circuit économique simplifié. Qu'est-ce qu'on a dans un circuit économique simplifié? On a les entreprises et les ménages uniquement. Bien. Alors, économie fermée à double secteur, à deux secteurs. Il y a les ménages et il y a les entreprises. Les entreprises, c'est ce que j'avais appelé dans le premier chapitre, les sociétés, quasi-sociétés non financières, qui utilisent les facteurs de production fournis par les ménages, parce que les ménages, ils travaillent, regardez, les ménages, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour les entreprises. Donc, ils vont procurer aux entreprises des facteurs de production. Et en contrepartie, les entreprises vont donner un revenu. Donc, j'ai un flux réel, physique, c'est le travail, mais j'ai la contrepartie monétaire qui est le revenu pour les ménages, d'une part. D'autre part, les entreprises vont mettre à la disposition des ménages des biens de consommation qu'elles vont produire. Et le ménage, qu'est-ce qu'il fait? Elle n'a qu'à dépenser son revenu. Et la dépense des ménages, ça s'appelle la consommation. Donc, nous allons nous familiariser avec l'abréviation utilisée tout au long de ce cours. Donc, R, ce sont les revenus. C, c'est la consommation, dépenses en consommation. Bien. Alors, c'est ce que j'avais expliqué ici dans cette relation. Et ici, j'ai supposé que les ménages vont dépenser entièrement leurs revenus. C'est-à-dire, il n'y aura pas lieu d'épargne. Il n'y aura pas lieu de ce qu'on appelle en arabe tawfir ou bien en anglais saving. Donc, S-A-V-I-N-G, saving, ou tawfir, c'est-à-dire si vous trouvez le S, l'abréviation S, donc cela veut dire épargne, saving en anglais. Bien. Alors, les flux physiques ou réels, bien sûr, le travail et tout ça, comme je viens de le préciser, ils sont là pour créer. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas de création de richesse. Et pour acquérir le produit national. Donc, pour ça, vous travaillez, vous touchez un salaire et grâce à ce salaire, vous pouvez acheter le produit national Y ou PN. Ici, on peut parler de PN, produit national, comme de produit intérieur, parce que c'est une économie fermée. Et une économie fermée, ça veut dire que tout ce qui est réalisé comme production, il est réalisé par ceux qui ont la nationalité marocaine. Donc, produit intérieur brut, produit national brut, c'est la même chose. Puisque c'est une économie fermée, il n'y a pas lieu de parler du reste du monde ou bien des relations avec le reste du monde. Bien. Alors, Y, c'est la création de la richesse. C'est le PIB, c'est le PNB, c'est la même chose. C'est une économie fermée. Les flux monétaires, c'est la contrepartie de quoi? De cette production. Si vous produisez, tous les ménages, ils vont participer à la production, ils auront des revenus. Voilà. RN ou bien R, Y, R, PN, RN, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces revenus? Alors, de ces revenus, ils vont les consommer intégralement. C'est une hypothèse de base. Ça veut dire ici, j'ai supposé qu'il n'y a pas d'épargne. Après, je vais supposer l'introduction de l'épargne et je vais voir ce qui va se passer. OK. Donc, la production, elle est là. Ça va donner naissance à des revenus, RN, et ces revenus vont être dépensés. La dépense nationale, c'est la consommation. Bien. Donc, dans ces conditions, il y aura une égalité entre le produit Y ou bien PN, le revenu R ou bien RN et la dépense DN ou bien C. Alors, on aura une égalité. PN, c'est la somme de toutes les productions et RN, c'est la somme de toutes les rémunérations. Rémunération, ça veut dire paiement. Tu payes un revenu, par exemple. Et DN, la somme de toutes les dépenses. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a PN égale RN égale TN. Et nous avons déjà dit que PN, c'est quoi? C'est Y. Et RN, c'est R. Et DN, c'est C. Alors, on aura égalité entre Y, R et C. Bien. C'est ce que je vous ai déjà montré. Donc, Y égale R égale C. Ou bien, si vous voulez, PN égale RN égale DN. Très bien. Très bien. Alors, si vous voulez, là, on est déjà arrivé à une égalité entre l'offre et la demande. Ah bon? Ben oui, regarde.
Ici, Y, c'est tout ce qui est produit au sein de l'économie, c'est l'offre. Et C, ici, la dépense, c'est la demande. Donc, offre égale la demande. Voilà, très bien, très bien. S'il vous plaît, plus tard, nous allons utiliser beaucoup le Y égale R. Chaque fois que je vous dis Y égale R, vous n'allez pas me demander d'où provient Y égale R. Y, c'est la production. Ça va donner naissance à des revenus. Donc, Y égale R, toujours. Bien. Alors, on va continuer. Ça, c'était une première hypothèse de base. Maintenant, nous allons un petit peu compliquer les choses. Nous allons supposer que les ménages, les ménages, qu'est-ce qu'ils font avec leurs revenus? Au départ, ils consommaient, ils dépensaient tous leurs revenus. Maintenant, non. On va supposer que les ménages, au lieu de consommer uniquement, ils vont commencer à épargner. Donc, mettre de côté S. C'est quoi S? C'est l'épargne. Saving, to save. S-I-V-I-G. D'accord. Avant, nous avons supposé que les entreprises produisent quoi? Uniquement des biens de consommation. Maintenant, nous allons supposer que les entreprises vont commencer à produire ce qu'on appelle les biens de production. C'est quoi la différence entre un bien de consommation et un bien de production? Dans le premier chapitre, quand je vous ai parlé des différentes catégories de marché physique, je vous ai dit un marché des biens et services, là où je vais acheter des chaussures. Mais un marché des biens de production, là où je vais acheter des machines qui produisent les chaussures. Ah, alors le deuxième marché, ça s'appelle le marché des biens de production. Là où les entreprises peuvent investir. Ça veut dire quoi investir, Stitmar? Ça veut dire que les entreprises vont acheter des machines, des biens d'équipement pour produire. Bien, bien. En macroéconomie, c'est on calcule tout l'investissement qui a été réalisé sur une année donnée par tous les agents économiques. Il y a un agrégat qui correspond à ça. Ça s'appelle la FBCF, la formation brute du capital fixe. Ça veut dire quoi ça? La formation brute du capital fixe, c'est quand vous achetez des machines. Mais pourquoi ces mots-là? Je ne comprends pas. Donc, je vais un petit peu détailler. Capital fixe. Donc, le mot capital fixe, c'est ce que vous avez déjà vu en comptabilité générale. Le mot fixe, ça veut dire immobilisé. C'est ce que vous avez appelé dans la classe de immobilisation corporelle. Ah, OK. Et pourquoi capital? Parce que capital, ce n'est pas nécessairement Ras el Mal, l'argent. Capital, il y a le capital financier, c'est ça, Ras el Mal, l'argent. Mais il y a aussi le capital humain, les hommes, mais aussi le capital technique. Ici, c'est plus le capital technique, les machines. Donc, capital fixe, c'est l'ensemble des machines. Donc, capital fixe. Bien. Et pourquoi, monsieur, formation brute? Tu achètes, tu formes un capital fixe, mais il est évalué à sa valeur brute. Et c'est quoi la valeur brute? La valeur brute d'un agrégat, c'est sa valeur d'origine. Par exemple, tu achètes un camion à 100 000 euros, c'est ça sa valeur brute. Mais après un an d'utilisation, il peut perdre de sa valeur. Et on peut dire une valeur nette. Net de quoi? Des impôts? Non, monsieur. Net de l'amortissement. Net de la dépréciation de la valeur. Net de ce qu'on appelle en économie de la CCF, la consommation du capital fixe. Bien, bien. Alors ici, formation brute du capital fixe veut dire quoi? Veut dire l'achat de toutes les machines, donc immobilisation corporelle, ça peut être des camions, matériel, mobilier, installation, outillage, ainsi de suite. Mais évaluer à leur valeur d'origine, bien sûr, la valeur brute, il y a l'amortissement de temps. La dotation d'amortissement, elle est incluse dedans. Bien. Alors, revenons à ce que nous étions en train d'expliquer. Ici, j'avais supposé que les ménages auront la possibilité d'épargner et les entreprises vont commencer à réfléchir à produire des biens de production, des machines. Pourquoi? Pour accroître les capacités de production.
Si vous avez uniquement des travailleurs, la main-d'œuvre, ce n'est pas la même chose quand vous aurez des machines. Vous pouvez accroître et vous pouvez bien sûr produire beaucoup plus. Bien. Mais il y a un petit problème. Le financement. Parce que si une entreprise veut produire des machines, bien sûr, elle aura besoin de plusieurs bien sûr, capacités financières, plusieurs moyens financiers. D'où l'entreprise peut être financée ou elles vont demander un financement. Vous allez me dire les banques. Non, monsieur, on est dans une économie fermée à double agent économique. Il y a les ménages et il y a les entreprises. Il n'y a pas encore les banques. À qui va-t-on se référer? Ben, il ne reste que les ménages. Pourquoi les ménages? Parce que le ménage, il avait mis de côté l'épargne. Et quand le ménage avait mis de côté l'épargne, il peut prêter les entreprises. Ah, d'accord. Voilà. Donc, une entreprise qui a besoin d'un financement, elle peut demander au ménage de devenir, par exemple, actionnaire, associé, etc. C'est comme les pratiques que nous voyons dans le marché boursier, hein, quand un ménage achète ce qu'on appelle les valeurs mobilières de placement. Il place son argent directement à l'entreprise, mais via la bourse. Donc, ça s'appelle la finance directe. Vous allez voir ça en économie monétaire. La finance directe, c'est entrer directement en contact avec l'entreprise et la financer. La finance indirecte, c'est quand vous déposez votre argent à la banque sous forme d'épargne, et c'est la banque qui va prêter les entreprises. Ici, il n'y a pas de banque, donc il y aura lieu d'une méthode de finance directe. Donc, les ménages vont pouvoir acheter les actions et les obligations grâce à leur épargne et ils vont commencer à financer les entreprises. Dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, Y, c'est quoi? C'est l'offre. La demande, combien d'agents économiques j'ai ici? J'ai les ménages et les entreprises. Comment appelle-t-on la demande des ménages? Ça s'appelle consommation. Donc, Y, l'offre, est égal C, la demande des ménages, et aussi la demande des entreprises. Comment appelle-t-on la demande des entreprises? Investissement. Donc, C, consommation, I, investissement. Alors, Y égale C plus I. Bien, ça c'est la première formule. Continuons. Y est égal à R. Pourquoi? Ben, je l'avais déjà dit avant. J'avais dit Y est égal à R. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout ce qui est production va donner naissance à des revenus. Bien. Comment les ménages vont utiliser le revenu, monsieur, dame? Nous avons dit que je touche 1000 euros, revenu. Je consomme 800 et je vais épargner 200. Donc, C plus S. Bien. 1000 égale 800 plus 200. Donc, R, le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. OK. Regardez, monsieur, dame. Vous pouvez prendre le Y égale R et remplacer ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Y égale C plus S. Voilà. Y égale C plus S. Bien. Récapitulons. Quoi? Toutes les formules. Y, l'offre égale la demande des ménages et la demande des entreprises. Donc, Y égale C plus I. Y égale C plus S. C'est quoi ça? Ben, c'est copier-coller la formule numéro 4. Vous faites le rapprochement entre les deux termes de ces équations 1 et 4. Puisque Y est égal à Y, cela veut dire que C plus I est égal à C plus S. C'est vrai. Donc, Y égale C plus S plus C plus I. Bien. Nous pouvons éliminer C dans les deux termes de l'équation pour obtenir S égale I. Ah, c'est vrai. C'est quoi ça, la formule numéro 5, S égale I? L'épargne égale l'investissement. Ça veut dire quoi ça? C'est la condition principale pour parler de l'équilibre macroéconomique dans une économie fermée, dans une économie simplifiée. Je n'ai pas compris. Si vous voulez que votre économie soit équilibrée, la première condition de l'équilibre, il faut que le besoin d'investissement chez les entreprises doit être financé grâce à l'épargne et ne pas aller demander des crédits à l'étranger, comme nous faisons malheureusement vis-à-vis des FMI et vis-à-vis de la Banque mondiale. Donc, le Maroc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'épargne, il y a beaucoup de fuites de capitaux vers l'étranger. Alors, S est inférieur à I, malheureusement. Donc, l'équilibre veut que l'épargne, notre épargne, ici au niveau privé, doit financer le besoin d'investissement. Alors, ça, c'est le premier équilibre, bien entendu. L'équilibre
macroéconomique. Si vous voulez que l'équilibre se réalise, التوازنات الماكرو-اقتصادية. Ça commence par égalité entre l'épargne et entre le besoin de l'investissement dans un pays donné. Bien, bien. Alors maintenant, nous allons ici, nous avons parlé de l'équilibre macroéconomique et les conditions de la réalisation de cet équilibre. Qu'en est-il de l'équilibre monétaire? L'épargne égale investissement. L'épargne est considérée comme une fuite et l'investissement est considéré comme une injection. Cela veut dire que l'équilibre monétaire est aussi réalisé puisque les fuites égalisent les injections. Très bien, mais je n'ai pas compris c'est quoi une fuite et c'est quoi une injection. Donc, je vous explique. Une fuite, c'est quand vous privez l'économie d'une masse monétaire. بمعنى كتحرم الاقتصاد من الفلوس. Ici, par exemple, au lieu de dépenser, حرمتي الاقتصاد من الفلوس. Elle ne va pas circuler dans l'économie et vous l'avez épargnée chez vous. Donc, c'est une fuite. Par contre, quand vous investissez, vous achetez des machines ici au Maroc, on parle d'une injection. Pourquoi? Parce que vous avez dépensé votre argent dans l'achat des machines, donc injection. Investissement, c'est une injection et l'épargne, c'est une fuite. C'est quoi une fuite? C'est quand vous privez l'économie d'une masse monétaire. Vous la mettez de côté, vous la thésaurisez. C'est quoi ça? La thésaurisation. La thésaurisation, c'est quand vous mettez votre argent de côté chez vous. Hein? En France, on parle des bas de laine dans la littérature française. Les bas de laine. Les grands-mamans dans les bas de laine. Donc, dans tous les cas, épargne, thésaurisation, ou même payer ses impôts, c'est une fuite jusqu'au moment où l'État décide de réintégrer vos taxes, vos impôts dans des dépenses. C'est là qu'on peut parler d'une injection. Alors, il s'agissait d'un équilibre entre les fuites et les injections. Très bien. Sur ce, nous allons clôturer cette séance. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons parler du circuit économique complexe avec l'introduction de l'État et du secteur bancaire. Merci de votre attention et à la séance prochaine.